Bonjour, Eslamanoun, Marahba. Je m'appelle Taous et je vais vous présenter Meshahou. Meshahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouillera les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Meshahou, Meshahou. Dans cet épisode, je rencontre Nessim Harket, consultant en marketing. La première personne qui m'a parlé de Nessim, c'est Hania Zazoua, alias Princesse Zazou. Elle m'en a parlé il y a 2 ans de ça, en me disant « Va voir ce que fait ce garçon. Il est tellement solaire et plein d'ondes positives que je suis sûre qu'il t'intéressera. » J'ai appliqué son conseil et effectivement, depuis 2 ans, je suis Nessim via Instagram. Ce qui m'a toujours fascinée chez lui, c'est cette capacité à me faire voir l'Algérie à travers un prisme historique, mais sans pour autant être soporifique. Depuis 2 ans, il me raconte à travers Kapteh Keiti, mon Algérie, mes ancêtres, mon histoire. Avec Nessim, nous avons parlé de choix de vie, de voyage, d'évasion et de notre identité plurielle et millénaire. Meshahou, Meshahou. Avec les sirènes de police, Ouais. ça donnera vraiment le contexte. Ouais. On est bien à Alger Centre. Un jour de semaine, le matin. On est quel jour ? On est jeudi. Ah, c'est le week-end. Ah oui. Et en plus, il fait beau, donc ça ne peut que donner de l'espoir pour ce week-end. Et il fait beau aussi demain en plus. Ah. Il ne pleut pas, j'ai vérifié la météo. Ah, c'est bien. Ça, Je c'est vérifie les météos de tous les week-ends cool. De maintenant. tous les vendredis. Bah oui, c'est bien. Bonjour Nessim. Bonjour Taos. Ça va ? Très bien, alhamdoulilah, et toi ? Ça va. Je suis très très contente de t'avoir en face de moi. Plaisir partagé, Ouais. enfin. Ouais. Et pourtant, on était si proches. Exactement. T'es mon voisin. Ouais. Et je te suis depuis un moment sur les réseaux sociaux. J'ai eu un petit coup de cœur. C'est gentil. Ouais, sincèrement. Pas que sur la plastique, parce que tu as une très très jolie plastique, Oh. mais vraiment sur la profondeur de tes propos. Encore plus depuis le mois de février 2019. Est-ce que tu peux me raconter ton histoire, Nessim ? Mon histoire. Alors, mon histoire, déjà, elle risque d'être longue. Hein. Je te préviens. On a tout le temps. Ah, classe, ok. Alors, mon histoire. Déjà, comment as-tu fait pour m'écouter et me voir sur les réseaux sociaux ? Il y a eu tout un processus. Depuis 2 ans, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux. Début de trentaine, remise en question, crise existentielle. Ouais. Après avoir passé 10 ans en entreprise et avoir travaillé du matin au soir. Ouais. Très dur, Ouais. vie de cadre lambda, dans une Algérie en plein mouvement. Je me sentais pas vraiment accompli. Ouais. J'avais eu l'impression que j'étais passé à côté de ma mission principale. Et je m'étais rendu compte que je m'étais un peu déconnecté de la société algérienne, de la réalité algérienne, étant donné qu'on est pris par le boulot et cette métro-boulot-dodo, même si le métro, on l'a eu qu'il y a quelques années, mais Ouais. c'était ça un peu l'idée. Ouais. Et je me suis dit, ok, dans ce beau monde virtuel,
et dans cette belle société où 70% de la population a moins de 40 ans, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui me ressemblent sans que je les connaisse et à qui j'ai un message à passer. Je me suis dit, en plus, ça va, je suis pas trop bête, j'ai des choses à raconter quand même. Hein. Le messie. Pourquoi est-ce qu'on écouterait quelqu'un qui ferait de la pub pour des produits ou pour un certain style de vie, et pourquoi est-ce qu'on m'écouterait pas? J'ai pas mal de choses dans mon bagage. Et c'est la raison pour laquelle j'avais créé mon projet, enfin que j'ai créé mon projet Kapti Hakaïti, qui vient de l'algérien, Lahja Dielna, qui veut dire mon sac, mon histoire. Mon sac, pourquoi? Parce que je suis un voyageur, enfin c'est comme ça que je me décris, un voyageur, un explorateur. Enfin, je rêverais de retourner il y a quelques siècles juste pour être un vrai explorateur. Un vrai, ouais. Si j'avais vécu dans une autre période, je pense que j'aurais pris le bateau et fait le tour du monde en bateau. Bon, là on est en 2019. C'est notre contexte. Oui, on peut toujours le faire. Tu peux toujours le faire. Je pense pas que le bateau, faire le tour du monde en bateau, j'arriverai. Je pense que on a pris l'habitude des moyens de transport plus faciles. Mais étant donné que j'avais beaucoup voyagé dans ma vie, depuis une quinzaine d'années, je sillonne l'Algérie et le monde, avec les moyens du bord, bien sûr, parce que je travaille, j'ai des responsabilités, j'ai des obligations, etc. Mais j'avais amassé un certain nombre d'images, d'anecdotes, de sons, d'odeurs, de souvenirs. Ouais. Et je m'étais dit, la jeunesse de mon pays doit absolument écouter ce que j'ai à raconter. Ouais. Avant tout sur l'Algérie et sur mes découvertes en Algérie, mais aussi dans le monde, parce que finalement on est une grande planète. Et c'était justement ces messages et ces valeurs que je voulais communiquer depuis 2 ans sur Instagram maintenant avec Kapti Hakaïti, donc qui sont des carnets de voyage, des petites pépites, des petits coups de cœur que j'ai quand je me déplace ci et là. Et voilà. Ok. T'es né où, Nassim? Alors je suis né en France. Ouais. Je suis né à Paris, en région parisienne. Ouais. J'ai vécu ma jeunesse entre Alger et Paris. Mais ensuite, quand est venue la scolarité, j'ai fait ma scolarité en France. Ouais. Et j'arrive à Alger après mes études supérieures. Donc, grand questionnement. Ma famille qui se pose des questions, qui me dit « Voilà, je suis d'accord, tu as tellement de choses à voir dans le monde. Pourquoi ?» Pour moi, c'était une évidence. J'ai toujours été extrêmement connecté à l'Algérie. Depuis que j'ai grandi. Enfin, moi, j'estime avoir grandi entre Paris et Alger. Donc, pour moi, je n'avais pas de choix à faire. Mais quand est venu le moment où il fallait passer à l'âge adulte et à vraiment faire quelque chose de sa propre personne, il était évident pour moi de m'inscrire dans une dimension algérienne. La question ne se posait même pas. Pour moi, la France n'était qu'un lieu de passage, d'apprentissage, de savoir, mais je n'avais jamais eu le sentiment d'être français. D'accord. Je ne me considère pas en tant que français, je ne me sentais pas français. Mon algérianité n'était pas à discuter. Et en plus, j'estimais que je pouvais vraiment être utile à cette société. Je sentais avoir une mission à accomplir. Et en toute humilité, hein, je ne dis pas ça en disant que je suis le Messie ou que je veux changer les choses, pas du tout. Je sentais que j'avais mon empreinte à laisser dans cette société. Et c'est quoi ton algérianité, du coup ? C'est toi en face de moi, c'est toi et moi, c'est ce beau soleil, c'est Alger Centre qui grouillonne le matin, c'est ces 48 wilayas que j'ai eu le plaisir de voir, c'est cette grande histoire, c'est cette identité millénaire et plurielle, c'est ce grand peuple, c'est cette terre avec une palette de couleurs, c'est l'Algérie. C'est difficile à expliquer là. Le fait d'en parler là, c'est l'émotion qui remonte. Parce que c'est vrai, il faut vraiment le voir et l'expérimenter pour l'apprécier. Je peux être parfois un peu trop émotionnel, mais l'arabe, je sais pas. C'est un sentiment que je n'ai pas pu ressentir autre part. Ça c'est sûr. Ça. Il y a une chanson qui dit ça.
يا رايح ومن Ouais. تسافر تروح تعيا وتولي وتولي. نحمد Ouais, c'est الحراشي الله يرحمه. Oui, c'est vrai, c'est ça Ouais. en fait. Et quand tu étais petit, tu voulais faire quoi comme métier? Ouh, j'ai voulu tout faire, hein. Alors j'ai voulu être docteur. Bon, c'est le métier que Ouais. tous les petits garçons veulent faire en général, ou les petits enfants, Ouais. parce que je voulais sauver des vies. Ok. Sauf que je me suis rendu compte que je n'étais absolument pas scientifique. Ensuite, je me suis dit, bon, allez, avocat, c'est Ouais. le deuxième métier en général. Après, je me suis dit, bon, c'est un peu barbant d'apprendre les choses par cœur. Je suis pas du genre par cœur. Ouais. Et je suis tombé amoureux des sciences humaines. Mhm. Il y avait un côté un peu scientifique tout en étant proche de l'homme. Et donc, j'ai aimé la sociologie, la psychologie, la communication, l'histoire, la géographie, l'anthropologie, toutes ces sciences autour de l'homme Mhm. qui m'ont beaucoup passionné. Et par la suite, j'ai fini, on va dire, dans un domaine qui était proche de mon domaine d'études. Ouais, t'es tombé dans quoi? Alors, T'as fait quoi? j'ai fait un master Enfin, j'ai fait une licence en médiation culturelle et communication. Mhm. J'avais toujours été... j'ai toujours regardé un peu cet amour pour la culture, pour l'art, etc. Par la suite, quand je suis arrivé à Alger, en Algérie, bien évidemment, je n'aurais pas forcément pu... Enfin, moi, j'ai fait un master par la suite aussi, un peu dans la même optique, mais je savais que je n'aurais pas pu travailler dans ça. C'était un peu compliqué, quoi. Ouais. Travailler dans quoi? Être quoi? Manager artistique, manager Ouais. culturel? Enfin, je veux dire, si c'est pour toucher un salaire lent, ne pas être forcément déclaré, n'avoir aucune assurance, surtout que je me construisais, j'avais à peine, quand j'ai fini mon master, j'avais 22 ans, être seul à Alger comme ça, je ne pouvais pas me permettre de vivoter. Ouais. Il fallait que j'ai quelque chose de plus Ouais, t'as les pieds consistant. sur terre quand même. Ouais, Ouais. énormément. Bon, j'ai fait une sorte de revirement professionnel, si je puis dire. Mhm. Et je le dis vraiment de manière ironique, mais bon, j'aime beaucoup la carrière que j'ai eue, mais j'ai un peu vendu mon âme au diable parce que j'ai fini dans le marketing. Aujourd'hui, je suis consultant en marketing. Mhm. On va y revenir. Ouais. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille dans le marketing. Ensuite, on a tendance à croire... Enfin, le marketing, finalement, c'est pas si loin du management artistique, culturel ou du management de manière générale ou des sciences humaines. Mhm. Ça dépend ensuite qu'est-ce qu'on en fait de ce même marketing. Moi, aujourd'hui, ce que je sais que je peux faire, c'est que je sais vendre quelque chose. Et cette chose, quelle qu'elle soit, même que ce soit Ouais. une marque, que ce soit un produit, que ce soit une œuvre d'art, que ce soit une personne. Ouais. C'est apprendre à mettre en valeur certaines choses. Et je pense le faire assez bien aussi pour l'Algérie. Ouais. Je markete assez bien l'Algérie finalement. Exactement. Parce que... Et encore, hein, ça ne veut pas dire que je ne parle pas des choses mauvaises ou des points négatifs qu'il y a en Algérie. Ouais, Je que le t'es dis. critique de manière objective, ouais. Exactement. Mais par contre, on va dire que ce n'est pas le cœur de ma mission. Mhm. Le cœur de ma mission, c'est de redonner un peu d'espoir et d'ambition Mhm. à cette jeunesse. Ouais. Du coup, tu es salarié pendant un certain nombre J'ai d'années. été salarié pendant toute ma carrière jusqu'à Ouais. il y a 2 ans, où Ouais. j'ai eu pendant la même période où j'ai eu le déclic de me lancer sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de quitter le monde de l'entreprise et je me suis dit non, Nassim, il n'en est pas question. عندك 32 سنة, 32 ans. J'étais bien, hein, j'étais confortable, hein, j'avais une bonne vie, je voyageais de manière, enfin pour moi-même, hein, je voyageais sans partager, je travaillais dur, j'avais une belle carrière, j'aurais pu aller ensuite continuer cette même carrière à échelle régionale ou même internationale. D'ailleurs, j'ai même vécu un peu, j'ai vécu en Turquie, j'ai vécu en Serbie, en Russie, en France, dans le domaine professionnel. J'aurais pu aller avoir un job autre part au niveau régional. Ouais. Mais je me suis dit non, ça ne me ressemble pas. Il n'en est pas question. Et c'était quoi le déclic? Pourquoi? Bah pour moi, il n'en était pas question. Le déclic, c'était, je pense, l'envie d'accomplissement, le sentiment d'accomplissement. J'avais besoin, encore une fois, je me suis dit, est-ce que c'est ça, ce que tu as envie de laisser demain à tes enfants ou aux enfants de ton pays? T'as des enfants, Nassim? Non. Non. J'aimerais bien, Inch'Allah, que je n'ai.
Mais je pense Je que te je serai un bon prêterai papa. les miens. Je te prêterai Ah les ouais? miens. Ouais, je te Ok, prêterai. En plus, d'accord, t'es à ça côté. va. Ouais, en plus, ça. Et il va apprendre beaucoup de choses. Et donc, oui, le déclic, ça a été, non, j'ai envie de m'accomplir en tant qu'individu. Je n'ai pas envie de rester à la merci d'une entreprise ou d'être cantonné au monde de l'entreprise ou d'avoir un salaire, de faire 8h, 20h et rentrer chez soi. Non, il n'en est pas question. Ouais. La vie, elle est tellement courte, elle est tellement imprévisible, elle est tellement tumultueuse qu'on a besoin de faire des choses quand même pour cette planète et pour nos concitoyens et pour nous-mêmes. On a besoin d'exister de manière... En fait, j'avais besoin d'accomplir une mission un peu plus noble. Je m'étais rendu compte que pendant des années, j'avais servi les intérêts d'une entreprise et que je ne servais pas les miens au final. Et que j'avais envie de servir une cause plus noble. Donc c'est pour ça que j'ai voulu gagner en flexibilité. Ouais. Je me suis lancé à mon propre compte. Donc aujourd'hui, je travaille sur différents projets que je choisis avec les valeurs qui remplissent, qui sont en ligne avec les miennes. Ouais. Donc je travaille sur différents projets sociaux ou commerciaux, peu importe, mais des beaux projets que j'aime bien. Ouais. Et c'est quoi tes valeurs du coup? Mes valeurs. Ouais, quelles sont les valeurs qui caractériseraient moi Nassim déjà, Harket? moi alors déjà la curiosité. Je suis une personne extrêmement curieuse. Depuis que je suis enfant, je saoulais mes parents pourquoi, comment. Mais j'étais ce genre d'enfant extrêmement curieux. J'ai 20 000 questions qui me passent à l'esprit par seconde, comme tout être humain à la Kolihal. Je ne suis pas unique, hein. On a tous ça, mais encore faut-il avoir le déclic de l'accepter et de se dire, ok, je vais chercher la réponse. On se pose beaucoup de questions, mais on se dit, peut-être qu'on n'a pas le temps. Moi, je vais jusqu'au bout. J'essaye de comprendre les choses, comprendre le fonctionnement de cet univers, si on veut. Et aussi l'optimisme. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a toujours surpris mes amis. Mais je pense que cet optimisme, je l'ai parce que justement, l'Algérie, je l'avais choisi à un moment. Et j'ai toujours eu un regard extérieur par rapport à l'Algérie. Ayant eu la chance, si on veut, entre guillemets, d'avoir vécu un peu à l'étranger, j'ai toujours regardé l'Algérie avec ce gros potentiel, cette grande utopie. Et je m'étais dit, non, il n'est pas question. Moi, je suis un optimiste. Hein, à la côte. Vous me dites que demain, il va se passer. Je dis, mais allez, c'est pas grave. Dans 5 ans, ça va mieux se passer. T'es de quel signe astrologique? Je suis vierge. Ah oui. Je ne sais pas s'il y a un rapport ou pas. Je ne sais pas si c'est le meilleur non plus ou pas, d'ailleurs. Mais en tout cas, oui, je suis un grand optimiste. Un grand optimiste par rapport à mes amis. Mes amis ici à Alger, bon, certains le sont, mais beaucoup avaient perdu espoir et ne sont pas optimistes. Mais moi, je pense que l'optimisme, ça j'essaie toujours de voir le meilleur, même dans le pire des situations. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais avec Capté Hakaïté. Quand je vais à Béjaïa, par exemple, j'y suis allé la semaine dernière. Bien sûr que Béjaïa est une ville magnifique, mais où il y a de gros problèmes d'ordre environnementaux. Il y a des problèmes d'ordre environnemental, pardon. Il y a aussi des problèmes d'incivisme. C'est sale, les plages sont dégueulasses. À fin septembre, c'est une déchetterie à ciel ouvert. C'est vrai, mais ça, on le sait. Mais j'avais envie de parler aussi. J'avais aussi envie de parler de la grande histoire de Vgaït. La grande histoire de Béjaïa, ce que Béjaïa a laissé comme héritage. C'était important pour que nos jeunes le sachent, quoi. Qu'ils sachent d'où ils viennent, qu'ils sachent qu'ils doivent être fiers de leur algérianité, qui ne se résume pas à 1962 et après, ou qui ne se résume pas non plus d'ailleurs aussi à l'Empire ottoman, et qui ne se résume pas aux différentes dynasties, les civilisations arabes, qui remontent à la nuit des temps. Et ça, il faut que les jeunes le sachent. Qu'est-ce qui t'émeut, Nassim, dans la vie? Qu'est-ce qui m'émeut dans la vie? Tellement de choses. Tellement de choses. La passion, l'envie d'aller au bout. Moi, quand je vois la passion dans les yeux de certains amis artistes ou simples citoyens lambda dans la rue, moi, ça m'émeut. Je me rends compte qu'il y a de l'espoir, justement. L'espoir, la passion, tout ça, ça m'émeut beaucoup. Et qu'est-ce qui te débecte? La procrastination, souvent, ça m'énerve. Le fait de laisser toujours à demain quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui. Mais toi qui le fais ou ça t'énerve chez les autres? Non, ça m'énerve chez les autres en général. Moi, non. J'essaie justement d'éviter de faire ça. Et oui, bon après, le manque d'optimisme, le fait de toujours, le fatalisme, le fait de se dire que non,
ouais, la ghalb, ça ne changera jamais. Fatalisme qui est d'ailleurs très ancré dans notre culture algérienne, à la Kolihal, hein, la ghalb, Inch'Allah, etc., a été quelque part traficoté. Parce qu'au fond, si on devait revenir à certaines bases, l'islam est une religion d'optimisme et de lumière et d'intention, de niya, et non pas de fatalisme. Donc quelque part, on a simplement utilisé les choses à notre petite problématique d'être humain. Ouais. T'as un livre de chevet ou un film de chevet? Alors en ce moment j'ai un livre, ouais. Je vais être très sincère avec toi, c'est un pavé, que j'ai commencé il y a quelques temps, mais qui est très... Il y a 10 ans. Non, il y a à peine un mois, je n'arrive pas à passer, mais c'est long, mais c'est normal. Hein. Ouais. Mais en même temps, c'est pas un roman, c'est pour ça. Ouais. C'est un pavé, mais en même temps, c'est un livre iconique, si je puis dire. C'est Al-Muqaddima de Ibn Khaldoun, qui pour moi est une de mes inspirations. Un grand homme, père de la sociologie moderne, un des pères de la sociologie moderne, une lumière dont on ne parle pas suffisamment aussi, berbère, donc de chez nous, bien maghrébin, et qui a influencé le monde entier avec ce qu'il a pu faire. Donc peut-être que je reste très nostalgique en essayant d'avoir des repères et des inspirations qui sont moyenâgeuses, la ghalb. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les contemporains, il n'y en a pas. Il y a bien évidemment des figures qui sont très inspirantes. Et du coup, tu as grandi avec quel type de figure? Quel type de figure? À l'adolescence, par exemple, ou jeune adulte, tu sais. On a tout le temps des icônes comme ça, que ce soit au niveau de la télé ou... C'était quoi tes références Mes références, alors moi c'était la télévision, enfin je suis un enfant de la télé, moi. Je suis pas un enfant d'internet. J'ai connu internet à la fac, quoi, finalement, pratiquement. À la fac, enfin pratiquement. Donc c'était la télé, et c'était un peu de tout. Il n'y avait pas de personne en particulier, si je me souviens bien. Un personnage de dessin animé. Moi je voulais être Dragon Ball Z par exemple. C'est vrai? Ah, grave. Ah d'accord, ok. Grave. Moi j'adorais Tintin. Ah ouais. J'ai des fans des Tintins, je t'assure. Et même les BD d'ailleurs, je les avais. Je m'en rappelle. Il m'inspirait. Pour moi, je voyais... je voulais être lui. Je voulais parcourir le monde et avoir des problèmes comme lui, à régler tous les jours. C'était génial. Et tu t'es acheté un petit Milou ou pas? J'avais un petit Milou. Ah oui, un peu luche. Mais oui, Tintin, c'est l'inspiration à fond, quoi. C'est mythique. La dernière fois que tu as pleuré, c'était quand? La dernière fois que j'ai pleuré, c'était quand? C'était il n'y a pas très longtemps, mais je me souviens. J'ai la larme assez facile. D'émotion en général. Donc, oui, parce qu'on peut pleurer de tristesse, on peut pleurer de joie, on peut pleurer de rage, on peut pleurer... J'essaie de m'en rappeler, là. La dernière fois que j'ai pleuré. Souvent, tu sais, quand je parcours un peu le monde ou l'Algérie, il m'arrive d'avoir une petite larme quand je vois certains sites qui sont tellement beaux et quand j'essaie de lire sur les histoires qu'il s'y passait. Donc, ça, c'est des petites larmes, on va dire, mais je vais pas compter ça. Mais vraiment, la dernière fois où j'ai pleuré et que ça m'avait vraiment marqué, bien marqué. Bien marqué, c'était le 22 février. Je vais être très sincère. Wallah, je n'oublierai jamais la semaine que j'ai passée. C'est simple, j'ai passé une semaine à pleurer, donc c'est pour ça que je m'en souviens très bien. C'était trop. Et c'était pas le 22 d'ailleurs. C'était 1 à 2 semaines après. C'était quand j'ai réalisé l'ampleur de l'événement. Je n'oublierai jamais. J'ai passé des journées entières avec des yeux comme ça. Pas de tristesse. Et pas de joie. Je n'arrivais pas à comprendre. C'était Khalota. Depuis que j'étais rentré en Algérie après mon master à aujourd'hui, c'était 10 années pratiquement de larmes que j'avais gardées au fond de moi. Et j'avais explosé et j'avais passé peut-être une semaine à pleurer. Le défoulement d'une dizaine d'années. Et la dernière fois que tu as rigolé mais la vraie barre de rire, tu sais. Moi je rigole tous les jours. Alors parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui est extraordinairement drôle et qui est extraordinaire aussi, c'est un artiste. Qui s'appelle Ahmed Zitouni. D'accord. Et avec lequel je rigole, qui est
boule de bonheur avec lequel je rigole tout le temps. Il faudrait d'ailleurs que je le présente. Il est Ouais. extraordinaire, ce garçon. Il fait partie de ma liste de mes C'est chers. vrai. Je le Eh ben suis, voilà, ouais. il le faut alors. Ouais. Il est trop mignon. Ouais. C'est un garçon qui m'a beaucoup inspiré aussi récemment. Il a fait partie justement de ce renouveau de Nassim Harket. Ces Ouais. 2 dernières années, je te dis, depuis que j'ai quitté le monde professionnel et que je me Ouais. suis lancé dans Capter Keité, le fait d'avoir été flexible m'a reconnecté avec des gens, avec des âmes, avec des moments, avec des lieux. Au Menhoum, Hamed Zitouni. J'ai repris contact avec un milieu artistique et culturel que j'avais mis de côté parce que tout simplement j'étais le gars qui n'avait jamais le temps. Ouais. Khaddam, Le nez dans le khadma, guidon, khadma, etc. ouais. J'avais une vie sociale. Bon, j'allais à certaines expositions, j'allais au cinéma, j'allais à certains événements culturels, artistiques, mais ça restait ponctuel. Là, le fait d'avoir été flexible, j'ai travaillé sur des petits projets artistiques, j'ai fait de la radio. Ouais. D'ailleurs, je t'en avais parlé tout à l'heure. Ouais. J'ai fait de la radio, j'ai travaillé sur quelques projets artistiques avec des amis artistes. Ouais. Ça m'a replongé, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai aimé, que j'ai aimé et que j'aime. Ouais. En 2005, je vais te Ouais. raconter cette anecdote, Ouais. pour valider ma licence en France, Ok. on avait le choix entre faire un stage ou faire un projet culturel. Avec une très bonne amie à moi, ma meilleure amie, qui aujourd'hui est artiste. Elle est performeuse Ah, c'est chouette. et elle est aussi organisatrice d'événements artistiques, qui s'appelle Sarah El Hamad. Elle aussi, elle fait partie de ma liste. C'est vrai. Bon, finalement, il faudrait qu'on fasse une table ronde la Oui, prochaine fois. c'est hein. ça. Ah, tu vas t'éclater avec une table ronde. Hein. Voilà. Et on avait à peine 21 ans Ouais. et on a décidé de mettre en place un projet d'échange culturel algéro-français. Ouais. Donc on avait ramené une compagnie de théâtre d'art contemporain qui était dans le 18e. Donc tu vois, très, très cosmopolite, bobo, bobo, il y avait un ouais. peu de tout. Ouais. Ils ont fait un échange culturel avec une troupe de théâtre algérienne de Miliana, Ouais. qui était la ville d'origine de Sarah, et qui a un théâtre Exactement. d'importance nationale, hein, Ouais. Miliana. Ouais, Ils ouais. ont vraiment une belle troupe. Mm. Et ils avaient donc cette troupe de théâtre qui avait une pièce qui s'appelait Autopsie des soupirs, donc qui était très existentialiste, très contemporain, rien à voir avec ce qu'on peut voir. C'était pas de la comédie, c'était pas de l'humour, c'était pas de l'historique, c'était pas du dramatique, c'était vraiment de l'art contemporain. Ouais. Donc de la chorégraphie, jouer sur les sens, sur les mots, etc. C'était très profond. En 2005, hein, je te dis. Hein. C'était vraiment, c'était pas 2015 ou Ouais, 2020. ouais. Ils ont tourné à Indefla, à Miliana, à Alger, dans toutes les salles, Mougar, Ibn Khaldoun, Ibn Zaydoun, etc. Et pour nous, c'était un achievement, c'était un accomplissement. On était jeunes, on avait 21 ans, on avait réussi à dégoter l'accord du ministère de la Culture, dégoter le support et le soutien de l'ONCI, de toutes les institutions culturelles. On avait eu les visas gratuits, les billets d'avion gratuits, on avait une couverture presse, une couverture télé. On avait 21 ans, on était des gosses. C'était génial. Ouais. Voilà, c'était juste la petite anecdote. Ouais. Pourquoi je te parlais de... Je ne me souviens même plus. Oui, voilà. En fait, avec ce monde-là, il y a 2 ans, je me suis reconnecté avec. Ouais. Et j'ai kiffé. J'ai adoré. Je me suis dit, c'est ça, Nassim, la personne que tu es aussi. C'est vrai que tu es le professionnel et le businessman, etc. Ouais. Qui met en place des projets, etc. Ou qui a travaillé un peu partout, dans des multinationales, ici, là-bas. Mais tu es aussi cette personne simple qui fait partie de la société algérienne et qui veut faire avancer les choses, qui rencontre des gens extraordinaires. Et... Il m'a montré Voilà. là. La personne extraordinaire, c'est moi. Exactement. Comme toi. Comme vous tous. Tu parles. C'est prendre le temps. Prendre le temps de vivre le moment, prendre le temps de vivre la situation telle qu'elle est. Et cette année, justement, Hamad a été un élément déclencheur aussi parce que j'ai pu remettre un pied dans le domaine artistique via lui et je peux dire que clairement c'est un garçon c'est un artiste. Ouais. C'est ce que j'aime en fait chez lui, c'est Ouais. que c'est pas un produit, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui sont les produits de la télévision ou des réseaux sociaux ou des pseudo-personnes qui font rire sur les réseaux sociaux. Il y a plein de talents grâce à Internet, j'en doute absolument pas. Je sais plus qui avait dit ça, je pense que c'était... Je me souviens plus qui avait dit ça, en tout cas que finalement la démocratisation des réseaux sociaux a permis l'émergence de talents et de beaucoup de gens, mais aussi de tout le monde, de tout et n'importe quoi aussi quelque part. Grosse poubelle. Donc c'est devenu une grosse poubelle où il y a beaucoup de talents, certes, mais il y a beaucoup de non-talents aussi. Ouais. Donc est-ce que c'est mieux qu'avant ou pas? Je ne sais pas, mais ça fait de la peine de voir aussi que des personnes qui n'ont peut-être pas
la même portée virtuelle, Ouais. Pour eux, c'est un peu plus difficile aujourd'hui aussi Ouais. d'exister. Ouais. Donc là, tu as 33 ans. 34. Ouais. Jusqu'à présent, c'est quoi ta plus grande fierté? Oh. Honnêtement, moi, j'espère que tu l'es depuis le début. Hein. Oui, je le Honnête. suis. Mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas si oui, moi je dirais que c'est mon projet c'est vraiment Capter Keïté. C'est mon petit bébé. Ouais. Il faut savoir que c'est le cheminement de toute une vie. Hein. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais mis ça pendant de côté, je me suis lancé depuis 2 ans, j'ai voyagé depuis 15 ans, donc j'avais vraiment emmagasiné beaucoup de contenu et beaucoup d'idées, beaucoup d'histoires. Mais moi, je me souviens, depuis que je suis gosse, depuis que je sais lire, je tenais des cartes, ouais. Je regardais la géographie des pays, ouais. Je lisais sur les légendes et les symboles et les contes algériens. Ouais. Donc c'est quelque chose qui m'a bercé depuis mon enfance. Et d'ailleurs, j'ai gardé ça. Ah, j'ai gardé j'ai gardé plein de classeurs que je faisais depuis que j'avais 8 ans, 9 ans. Ouais. Ils sont ici à la maison, j'aurais dû les ramener. Ouais. Et je gardais toutes les coupures de magazines et les articles sur l'Algérie, sur l'identité algérienne, sur la culture algérienne. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Donc pour moi, ce n'est que l'accomplissement et la naissance d'un long cheminement. Ouais. Donc je dirais que oui, demain je pourrais mourir et dire que au moins j'aurais essayé, j'aurais fait. J'ai fait ce que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis enfant, c'est-à-dire de raconter des histoires autour de mon pays. Ouais. Et du coup, quel est le pays que tu as visité et qui t'a le plus marqué? Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est un peu dur à répondre à cette question, c'est un peu compliqué. Bon, on met de côté l'Algérie, donc. Si, on met de côté l'Algérie. Parce que je t'ai dit, en introduction, l'Algérie, c'est un pays unique qui, pour moi, quoi qu'il en soit, j'ai une connexion émotionnelle avec, donc on va mettre de côté. D'accord. On part du principe que pour moi, l'Algérie, c'est hors game. Ok, alors vas-y. Je sais pas, alors... il y en a plein, il y en a vraiment plein. Je suis un grand amoureux de l'Asie, et notamment l'Asie du Sud-Est. La Thaïlande, l'Indonésie, c'est des cultures qui sont très, très, très particulières et que j'aime beaucoup. J'ai adoré l'Inde. C'était des grandes leçons aussi d'un point de vue spirituel et d'un point de vue culturel. Le Brésil a été vraiment une expérience humaine incomparable, exceptionnelle. Et puis récemment, cet été, je trouve que ça a été aussi un nouveau signe dans ma vie. Je suis tombé amoureux, ou retombé amoureux, de mon africanité. J'ai fait cet été, je suis parti seul. Il faut savoir que je voyage, avec des amis et tout, et à l'étranger aussi, généralement. Je veux dire, c'est pas très fun de sortir et de voyager seul. Mais pour un voyageur comme moi, théoriquement, tu es censé aussi apprécier tout autant, ou te débrouiller. Maintenant, après 15 ans, tu te débrouilles. Hein. Mais je me suis dit, ok, bon, je suis parti seul et j'ai traversé toute la Mauritanie et le Sénégal et j'ai fini au Cap-Vert. Ça a été un triptyque très intéressant. Et je me suis dit, oh là là, Nassim, tu as visité toute l'Europe, tu as fait une partie de l'Asie, tu es parti en Amérique et tu avais délaissé ton africanité. Quelle honte! Et quand je me suis rendu compte de ça, bon, moi j'ai toujours été un fervent défenseur de l'africanité, du moins de l'insertion et de l'intégration de l'Algérie dans ces terres africaines. Pour moi, Der is Akalem, il n'y a pas de... c'est inévitable. Haja Watha, c'est clair, l'Algérie est africaine et berbère. Pour moi, ça, on n'en parle pas. Et je me suis rendu compte que le nord de l'Algérie, peut-être de par son histoire méditerranéenne, européenne, etc., regardait beaucoup plus vers le nord. On regardait peu vers le sud, alors que, historiquement, le nord a toujours été connecté, surtout commercialement, avec le sud. Et les circuits de caravansérail, les routes commerciales, Timimoun, Tombouctou, etc. Et puis le sud, les Touaregs, etc. Et puis j'ai essayé petit à petit. Donc une fois que j'ai bien redécouvert notre Sahara, je me suis dit, oh, il y a 2 Algéries finalement. Tu as une Algérie qui regarde vers le nord, qui est connectée, qui est totalement occidentalisée,
En somme toute, hein, il y a oui. différents niveaux, mais elle est, pour moi, à partir du moment où tu regardes la 4G, où tu as la 4G, tu regardes des émissions qui sont faites aux États-Unis ou là en France, pour moi, tu es occidentaliste. Ça ne veut pas dire que tu acceptes les valeurs, mais tu l'es. Et tu as une autre Algérie qui souffre enfin, qui n'a pas du tout Internet, ou qui l'a, mais je veux dire, et qui est totalement, mais qui vit dans une autre sphère culturelle, qui marchande avec le Sud, qui consomme Sud, qui vit Sud. Et je me suis dit, waouh, c'est encore plus complexe que je ne le croyais. Et je me suis dit, il n'en est pas question, il faut justement que je fasse cette route. Et j'ai décidé de commencer par la Mauritanie, parce que la Mauritanie, c'était vraiment cette jonction, ce pont entre Maghreb et Afrique subsaharienne. C'est beau, c'était de voir ce mélange, comment les deux mondes, les mondes arabo-berbères, parce qu'après tout, les morts de Mauritanie sont berbères aussi, arabisés, se sont mélangés avec justement les populations africaines. Bon, après, on ne va pas entrer dans le détail, il y a quand même pas mal de soucis aussi en Mauritanie, mais cette aventure a été pour moi une révélation. Une révélation de mon identité et de la continuité de mon identité que j'ai même retrouvé jusqu'au nord du Sénégal, parce que finalement, l'espace berbère est au-delà du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, va sur toute l'Afrique du Nord et sur toute cette bande. Et le Sénégal, ça a été merveilleux, le Cap-Vert aussi, de toute façon. Et ça a continué ton cheminement Ça a continué mon cheminement. En fait, c'est pour ça que je n'arriverai pas à te dire quel est le pays qui m'a le plus marqué. Chaque pays m'a apporté quelque chose dans mon histoire et dans mon cheminement. Et chacun a un lien particulier avec moi ou mon identité ou avec l'Algérie. Mais clairement, ce voyage, en plus j'étais seul, ça a été une double révélation. Je traverse une partie de l'Afrique seul et c'était magique. Et j'y retournerai, Inch'Allah. Et si Nassim Harket était une ville algérienne, ça serait laquelle? C'est dur. C'est dur. Celle-là aussi, on te l'a posée? Non, on ne l'a jamais posée, justement. Il y a encore quelques temps, je t'aurais dit Alger. Moi, je suis profondément algérois. Quand je dis algérois, je parle de l'Alger tel que je la connais. Cet Alger cosmopolite, cet Alger émotionnel, cet Alger trituré entre la mer et les montagnes. Cet Alger où ce grand laboratoire où tout commence, tout émerge. L'Alger que je t'aurais dit Alger justement parce que pour moi Alger c'est l'Algérie contemporaine, dans ce sens-là. Après... mais qui est très peu représentatif de l'Algérie. Qui est très peu représentatif de l'Algérie. C'est ensuite que, après avoir vraiment ouvert mon esprit, je me suis rendu compte que finalement chaque petit village et tribu algérienne compose justement l'Algérie. Et Dieu sait que c'est une mosaïque. Alors là aujourd'hui je ne pourrais pas te dire je ne sais pas quelle ville pourrait le plus me représenter, mais bon allez, la semaine dernière j'étais à Constantine. Ça a été une belle aussi révélation parce que bien évidemment je veux dire Constantine c'est une ville où on va très souvent. C'est une ville, c'est la capitale de l'Est, donc pour un professionnel, il y a de très fortes chances qu'on aille à Constantine pour des réunions, pour. Et généralement, c'est pas forcément la ville la plus touristique pour les Algériens. Les Algériens vont au sud, ou vont en Tunisie, ou vont au nord pour les plages. Constantine a justement cette image un peu conservatrice, un peu vieillotte, etc. On n'aime pas forcément Constantine. Et moi, j'ai jamais accepté ça. Je me suis dit, c'est quand même une honte. Cette ville devrait être au patrimoine mondial de l'humanité. Pourquoi je dirais Constantine? Parce que justement, Constantine, c'est l'empreinte et c'est le symbole de la permanence de l'Algérie depuis la nuit des temps. C'est une ville qui est restée animée et habitée depuis que les hommes l'ont habitée il y a 3000 ans. Depuis qu'il y a eu les premières tribus berbères, il y a eu les premiers royaumes, Cirta, capitale de Massinissa, ensuite il y a eu les Romains, ensuite il y a eu l'arrivée de l'islam, ensuite il y a eu les dynasties berbères, ensuite il y a eu les Ottomans. Enfin, pour moi, Constantine cristalliserait quelque part la richesse et la permanence de l'histoire en Algérie.
Mais ensuite, je pourrais te dire ça aussi sur d'autres villes, donc non, ça vaut pas le coup. Donc, je ne veux pas prendre parti. Je suis un Algérien, Ouais. Est-ce que tu aimes manger? Oh, bien sûr, of course. Ouais. Ah ouais, j'aime manger. Ton plat préféré? Un de tes plats préférés? Alors moi, je suis clair sur ça. Mon plat préféré, et ça restera mon plat préféré jusqu'à la fin de mes jours, c'est le burger. C'est le couscous. Pour moi, le couscous is the best. Pour moi, c'est la meilleure bouffe au monde. Il n'y a pas plus sain, bon, simple, créatif que le couscous. Et d'ailleurs, moi, j'ai même des idées de business pour ceux qui veulent ouvrir quelque chose. Mais c'est vrai, on a des salades bars, on a des pasta bars, on a des je sais pas quoi bars. Moi, je rêverais d'avoir un couscous bar. Alors, il y avait un élève à moi, un adulte, dans mon atelier théâtre, il y a 2 ou 3 ans. Il voulait ouvrir ce concept-là à Blida. C'est top. Mais j'ai perdu trace, il est plus revenu. Et je ne sais pas s'il a vraiment... C'est excellent. Le couscous, on le mange frais, on le mange chaud, on le mange sucré, on le mange salé, on le mange avec des fruits, on le mange avec des herbes. Ouais. On le mange avec du poisson, avec de la viande, avec du... Enfin, il n'y a pas plus riche et créatif que le couscous. On peut même le remettre au goût du jour. Ouais. C'est excellent. Il n'y a pas plus sain et simple aussi à la fois. Ouais. Moi, ça reste mon plat préféré, le couscous. Et puis, c'est tellement capté qualité, quelque part. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, le couscous est censé... Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on en est, mais est censé entrer aussi au patrimoine immatériel de l'humanité qui a été présenté par les pays d'Afrique du Nord. Et espérons, parce que pour moi, c'est notre source de vie commune. Ouais. Si tu étais un bruit, ça serait quoi comme bruit? Un bruit. Je pense que je serais un petit son d'oiseau. J'adore ça. Ah ouais? Ça me rappelle mes voyages. C'est le silence et la nature qui chante. C'est la plus belle chose qui puisse arriver. Il n'y en a pas beaucoup à Alger. Encore moins à Alger Centre, où on habite. Parfois, il suffit d'attendre le bon moment. Ouais. Il y a des moments comme ça, clés, et qui te font oublier que tu es à Alger d'ailleurs. Ouais. Des petits moments comme ça en fin de journée ou en début de soirée, quand il fait beau, il y a encore les oiseaux. C'est magnifique le ciel. Les hirondelles d'Alger, pour moi, le balcon, pour moi, c'est la vie. Ouais. J'en ai le sourire quand je vois ce ciel et ces oiseaux. Une odeur? Ici, ouf. Malheureusement, le fait que tu m'aies dit odeur, ça m'emmène directement à Riyad. On a le tahtal messonnier avec les ordures au zbel. Donc, bon, malheureusement, c'est aussi des odeurs qui existent. Mais moi, ce serait... Allez, ça serait Msklil. J'adore. Ça me rappelle mon enfance. Les grands-parents, la famille, le jasmin. Pour moi, c'est ça. Les belles odeurs de notre enfance. J'ai vu une vidéo qui passait sur YouTube où tu intervenais auprès d'étudiants, je pense. Genre un truc de motivation. Oui, voilà. c'est vrai. Oui. J'ai eu à faire ça un petit moment de ma vie. Ouais. C'était quoi ton but? En fait, on m'avait invité. C'était au début du Hirak. Ouais. Il y avait une certaine... les premiers temps, il y avait une grande... incompréhension générale dans la société, encore plus chez nos jeunes qui sont à l'université et qui ne sont pas forcément encadrés pour comprendre ce mouvement. Alors, peut-être que tu parles de si c'est la motivation... Enfin, whatever, peu importe. Et donc, ça a permis... oui, parce que je pense que je parle de l'autre. Mais vas-y, tu parles de l'autre? Ok, oui, mais c'est dans le même cadre. Oui, c'est le même truc. Ça vient de là. Je pense qu'il y a une réelle crise de modèle de représentation au sein des étudiants, au sein des universitaires. On n'a pas forcément beaucoup de conférenciers qui vont et qui sont surtout algériens parfois et qui donnent de l'espoir, qui donnent de l'ambition. Il y a des gens qui vont à l'école, qui vont en cours et qui rentrent chez eux. Les jeunes, ils roulent. Oui, aujourd'hui, il y a un super conférencier, un écrivain, un intellectuel, un chercheur, whatever. Ça arrive de temps en temps. Mais il n'y a pas de vie universitaire dans ce sens-là, proprement dit. Et donc, les jeunes invitent d'autres jeunes Algériens. C'est des initiatives personnelles ou d'associations, de clubs, ce genre de choses qui font ce travail-là.
Et c'est bien parce que ça permet de donner de la vie aussi à l'université. Et on m'avait invité, j'étais très content. Moi, à chaque fois que je peux prendre la parole pour motiver les jeunes, je le ferai. Ouais. Ça ne veut pas dire que je pense avoir... Enfin, parce que je suis ni chercheur, ni... bon, je suis universitaire, mais je suis ni chercheur, ni écrivain, ni quoi que ce soit à ce stade-là. Ni dans leur domaine d'expertise. Mais si je peux raconter mon histoire aussi simple comme je la raconte à toi, pour leur donner un peu d'espoir, bah, je le ferai. Ouais. Pour moi, j'estime que c'est d'utilité publique, que c'est Ouais. notre devoir un peu de leur donner un peu. Ouais. Même si, bien évidemment, j'en ai conscience, mon parcours n'est pas le leur. J'ai eu la chance d'étudier en France. Enfin, la chance, oui, pour moi, j'estime que c'est une chance. Et de ne pas avoir eu les mêmes problématiques qu'eux, mais ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas d'autres problématiques à côté de ça. Tout est relatif. Et donc voilà, j'ai eu à le faire quelques fois. Et j'ai même eu à le faire après le déclenchement du Hirak. Et c'était dans le cadre de prise de parole et de débat. J'avais été invité à plusieurs reprises par différentes universités. Je n'en ai fait qu'une finalement. C'était à l'EPO, à Alger. C'était autour de l'esprit critique. Moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Encore plus pendant cette période-là. Parce que moi, j'estime que c'est quelque chose de, comment dirais-je, d'évident pour moi, l'esprit critique, qui est toujours eu à être scolarisé en France, ce genre de choses, parce qu'on nous apprend quelque part à grandir avec, on te le construit, ton esprit critique, même si, bien évidemment, même en France, les médias sont corrompus, si en France, il y a ça, mais on a un stade différent par rapport à l'Algérie, par rapport au sujet de l'esprit critique. Bien sûr. Donc, j'ai tenu à intervenir par rapport à ça, parce qu'on avait une pléthore de news et d'informations et que l'Algérien n'a pas les codes et les outils encore. On ne donne pas ni les codes ni les outils pour décrypter l'information au sein de l'éducation nationale. Donc, pour moi, c'était important d'expliquer aux jeunes, de bien vérifier ses sources, de bien vérifier l'information, de comprendre, de faire la différence entre une information et de la propagande, de faire preuve d'esprit critique. Pourquoi l'esprit critique vous permet aussi d'être vous-même plus ouvert d'esprit, parce que ça vous permet de comprendre différents angles de vue sans pour autant mettre de côté vos propres opinions. Enfin bref, c'était très intéressant. Et c'est normal. Moi, je pense que on devrait commencer par la pédagogie. Je pense que c'est plus que vital. Le blend dans leurs doigts, il nous faut une nouvelle stratégie de pédagogie. Comment enseigner ? C'est pas comment transmettre. Voilà, c'est comment transmettre. C'est pas uniquement l'enseignement. C'est pas un truc vague. On va ajouter ça au programme, on va naqso ça au programme. Non, ça commence par la méthodologie. Comment enseigner à nos enfants ? En plus de le contenu. Qu'est-ce qu'enseigner ? Voilà. Donc c'est comment transmettre et comment transmettre des connaissances et quelles sont les connaissances qu'on doit transmettre. Tout à fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des jeunes ? Alors depuis tout à l'heure tu parles de jeunes, mais tu es hyper jeune, tu vois ? Oui. Voilà, tu es jeune. Oui, je suis jeune. À des personnes en tout cas, jeunes ou moins jeunes, qui voudraient faire un peu comme toi, alors un revirement professionnel ou je sais pas comment, tu vois. Quels sont les conseils ? En fait, je pense qu'il faut suivre. Je pense qu'il faut beaucoup de courage déjà. Il faut de la patience. Il faut être en paix avec soi-même aussi. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Tu l'es ? Ouais, à fond. Depuis quand ? Alhamdoulilah, ya Rabbi, je me dis. Honnêtement, je me dis que tout est une question de relativité. Tout dépend ce que tu veux et ce que tu attends de cette vie. Si tu veux finir ta vie, avoir une grande baraque et avoir une superbe caisse et avoir une piscine, peut-être que certes, ton revirement professionnel, tu devrais réfléchir après 2 fois. Reste dans ton circuit et continue à travailler. Et moi, j'ai compris que mon but dans cette vie n'était pas de créer de la richesse, mais plutôt de la richesse intellectuelle. Je préfère mourir la tête remplie que les poches remplies. Peu importe là où ça m'amènera. J'espère, Inch'Allah, ya Rabbi, je ne vais pas mourir de faim. J'espère que je vais toujours retomber sur mes pattes, parce que je ne suis pas bête, parce que j'ai aussi construit des bases solides, professionnelles, qui me permettent d'exister sur le marché. Mais aujourd'hui, je n'ai nullement l'envie d'accumuler de la richesse. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à perdre son temps
à accumuler des biens ou de la richesse. Ouais. J'ai compris que c'était pas mon style de vie, que ce n'était pas mon ambition dans la vie. Moi, mon ambition dans la vie, elle est claire aujourd'hui. Ce que je veux vraiment faire dans la vie, c'est de découvrir encore plus et chaque jour et m'enrichir chaque jour, d'apprendre des choses chaque jour et de découvrir ce grand monde. Voilà. Ouais. Cette grande espace. C'est quoi la première chose que tu fais quand tu arrives dans un pays étranger? Qu'est-ce que tu fais? La première chose que tu fais? Bon, tu descends de l'avion, tu prends tes bagages. Alors, la première chose. Oui. Je descends de l'avion, je prends mes bagages. Bon, en général, je prends un bon bol d'air, histoire de me dire que je suis bien ici. Ouais. Et ça me prend quelques minutes. J'analyse, je regarde les gens un peu. Moi, je suis très observateur, trop curieux. Parfois, j'essaye comme ça de me dire, ok, je me fais ma première image du pays. Ouais. En général, je passe un coup de fil à ma maman. Ah, d'accord. C'est important. Ouais. Parce que oui, je peux paraître un peu vagabond comme ça, un peu solitaire, mais... T'as des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs aînées. Et j'ai même des neveux qui sont adorables. Donc t'es le dernier? Et je suis le petit Marzouzi, je suis le dernier, je suis le tonton en plus, le khalo. Donc, c'est chouette. Tu les amèneras un de ces 4 avec Bien sûr, j'ai mon neveu qui a 15 ans maintenant. Ah ouais, donc tu peux l'emmener là. Qui est adulte. Ouais. Ils veulent venir avec moi. Non, il n'est pas adulte. Slaqal, doucement. Voilà, mskin. Il est ado. Non, chérie, t'as 15 ans, vis ta vie. Il est ado. Il est ado, ouais. Oui. Et donc, j'aimerais bien un jour les embarquer avec moi, avec plaisir, bien sûr. Ouais. Donc voilà, je pense que la première chose que je fais, c'est d'appeler ma mère, de la rassurer, parce que ça reste une maman, forcément. Et j'ai pas forcément... Et est-ce qu'il y a des lieux, par exemple, moi je sais que quand je voyage, le premier lieu que j'essaye de trouver, c'est le marché. D'accord, ok. Parce que je le marché en général, oui, clairement, les marchés sont en général le tableau parfait de la société. Oui, c'est ça, c'est l'essence même, tu as tout à l'intérieur, tu as les odeurs, tu as la bouffe, tu as les gens, tu as les différentes catégories sociales qui viennent, tout ça. J'adore les marchés, c'est des musts, ça, les marchés. On comprend beaucoup mieux la culture, la richesse de la culture, comme tu disais, les sons, les gens, les odeurs, ça te donne vraiment un très bon aperçu du pays, clairement. Quelles sont les personnes que tu aimerais écouter à Meshahou? Alors, les personnes que j'aimerais écouter à Meshahou, je pense que j'en ai déjà parlé un peu. Je t'ai parlé de Ahmed, je t'ai parlé de Sarah. Ouais. Alors ça, j'ai 2 questions rituelles pour la fin du Meshahou. D'accord. Donc c'est la première. Quelles sont les personnes que tu aimerais écouter à Meshahou? Alors, je répondrai. Alors Ahmed Zitouni et Sarah El Hamed, qui sont, selon moi, des acteurs de cette Algérie, de cette nouvelle Algérie qu'on construit, et qui auront quelque chose à dire, bien sûr. Après, il y en a beaucoup aussi, je peux te passer plein de contacts, je connais beaucoup d'Algériennes et d'Algériens. Mais que toi, tu aimerais vraiment écouter. Oui, ces deux-là. Oui, je pense. Bon, après, ça, c'est un peu personnel, mais je pense que j'aimerais bien aussi écouter quelques étudiants, quelques petits jeunes. Enfin, moi je dis jeune, c'est pour moi un jeune c'est 18-24. J'aurais pu être son prof aujourd'hui, donc j'estime que ça reste un petit jeune. Je pense donner un peu la parole aux étudiants. À notre future élite, à notre future société. C'est eux qui sont en train de construire. Nous on construit avec eux certes, mais ils sont vraiment en tout début de chaîne et je pense qu'on a besoin de les écouter. Et la dernière question, qu'est-ce que pour toi Meshahou? Qu'est-ce que t'évoques Meshahou? Ce que ça m'évoque, c'est une discussion, je sais pas. Est-ce qu'il y a... J'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire d'ailleurs. Moi, ça m'embête à la blague. Mais je crois... en off. Ok. Mais je crois que ça veut dire un peu discussion intime, un truc comme ça, ou partage, ou non. Pour toi, ça veut dire ça, Meshahou? Ouais. J'ai adoré en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nassim. Merci à toi, Taras. À très bientôt. À très très bientôt. Merci à notre invité d'être venu nous raconter ça, Meshahou. Si vous souhaitez le suivre ou prendre contact avec lui, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Meshahou, n'hésitez pas à vous abonner,
pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Meshahoun en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Meshahoun et à très bientôt.